Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max. saison 4. Bonjour, bonsoir. Nous sommes Guillaume, et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 8e épisode de la saison 4 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler haut les mains. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter quand j'ai le temps d'y passer. Et puis toujours, si vous avez des commentaires, par email sur tranche le chiffre de couple@gmail.com. Enfin, un mot un seul, partagez sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Bah oui, ça nous permet de continuer à accroître la visibilité de Tranche de couple et aussi de garder la motive. On commence comme d'habitude par la rubrique Tranche d'actu et aujourd'hui on vous fait une double actu européenne et c'est Guillaume qui vous parle d'une initiative de la Commission européenne qu'elle a dévoilée cette semaine. Effectivement, Max, retour sur le projet de la Commission européenne d'établir une reconnaissance de parentalité pan-européenne et pourquoi c'est important, mais en même temps, pourquoi ça ne va pas changer radicalement l'approche de la parentalité pour autant, notamment dans les pays les plus conservateurs. On le sait, la Commission est connue pour ses décisions plus que le Conseil ou le Parlement, car elles ont tendance à être plus visibles des citoyens, puisqu'elle a, tu l'as expliqué tout à l'heure Max, le droit d'initiative. Et en plus de s'appliquer en général dans l'ensemble de l'Union européenne, marché unique, décisions financières, droits humains, etc. etc. L'exécutif européen a donc proposé mercredi 7 décembre un règlement pour reconnaître la filiation à travers l'ensemble de l'UE. De nouvelles règles pour protéger les droits des enfants qui s'annoncent difficiles à adopter tant l'écart des positions entre les 27 est important. Notamment parce que cela s'appliquerait à tous les types de familles, y compris des types de familles, par exemple les familles homoparentales qui ne sont pas reconnues partout en Europe, même si chaque année apporte son lot de progrès. Cette proposition fait suite à l'appel lancé par plusieurs membres du Parlement européen au mois de novembre, suite à un arrêt de la Cour de justice européenne, qui avait demandé à la Bulgarie de reconnaître la nationalité d'une petite fille, Sarah, née sur le territoire bulgare d'une GPA, et étant reconnue en Espagne comme la fille de deux papas. De fait, une fois qu'elle a été reconnue comme la fille de ces deux papas, la Bulgarie a refusé de lui donner la nationalité bulgare, puisque la filiation avec deux parents de même sexe n'est pas reconnue en Bulgarie, et elle ne peut donc pas quitter l'Espagne. L'objectif est d'assurer que les droits parentaux soient respectés sur la même base partout en Europe lorsque les personnes ou les familles se déplacent. Il arrive en effet, notamment pour les familles homoparentales, que lors de leur arrivée dans un autre pays européen au gré de la libre circulation des personnes, ces familles doivent entamer des démarches judiciaires longues pour que leurs enfants soient bien reconnus comme tels dans un pays donné, car il n'y a pas encore de règlement à l'échelle européenne à ce sujet. L'idée est donc de faire en sorte que, lorsqu'un pays européen reconnaît la parentalité, cette reconnaissance doit être valable dans l'ensemble de l'Union, comme précisé par Didier Reynders, le commissaire européen à la justice. Dans le cadre des nouvelles règles, chaque pays de l'Union serait obligé de fournir à ceux qui le souhaitent un certificat européen de filiation qui serait rédigé selon une formule harmonisée au sein de l'Union européenne. Un document qui ne remplacerait pas les documents nationaux équivalents tels que l'acte de naissance, lesquels pourraient toujours être utilisés. L'autre idée au-delà de la parentalité, c'est aussi de protéger les droits des enfants qui grandissent dans ces familles et qui, en cas de problème, sont les premiers touchés. On le voit avec le cas de Sarah dont on a parlé un peu plus tôt, et selon les chiffres de la Commission, ce ne sont pas moins de 2 millions d'enfants dans l'Union européenne qui se trouvent dans une situation où un État ne reconnaît qu'un seul de leurs parents. Le texte proposé permettrait aux enfants de bénéficier des droits qui découlent de la filiation dans toute l'Union européenne, notamment pour ce qui touche aux successions, aux obligations alimentaires et aux droits de garde. On sait que c'est un sujet sensible, y compris au sein de l'Union européenne, et c'est une des raisons pour laquelle donc la Commission s'est saisie de ce dossier. Tous les enfants devraient avoir les mêmes droits, indépendamment de la façon dont ils ont été conçus, où sont nés et de leur type de famille, a souligné encore Didier Reynders, dans des propos reliés dans Politico. On imagine facilement que cette proposition aura beaucoup de mal à passer dans certains États de l'Est européen et du Sud, notamment en Hongrie, en Pologne, ou pour la droite française actuellement en PLS. Pour rassurer les troupes, le commissaire européen rappelle qu'il n'est pas question de changer les lois nationales existantes, mais de faire en sorte qu'une parentalité confirmée juridiquement par un pays européen ait la même valeur dans n'importe quel autre pays. Merci beaucoup Guillaume pour ce point tout à fait clair qui représente une avancée des droits en Europe.
Alors Max, Qatar ou pas Qatar? Alors on va revenir quand même rapidement avant le point belgitude. Voilà, pas Qatar parce que les Belges sont quand même sortis très tôt de cette Coupe du Monde. Voilà, on pense bien à vous les Belges. Alors aujourd'hui, deuxième sujet européen, et on va vous parler d'un véritable séisme dans l'antre policé du Parlement européen avec l'arrestation de 5 personnes, dont une des vice-présidentes de l'institution en fin de semaine dernière, pour des soupçons de corruption au profit d'un État du Golfe. Et les perquisitions ont permis à ce jour de retrouver près de 600 000 euros en liquide, et oui, rien que ça. Mais qui garde 600 000 euros en liquide chez lui, quoi? C'est pas, ou chez elle, c'est pas possible. Au total, des sacs de billets, visiblement. Mon Dieu. Alors, sortez le popcorn, on vous raconte tout. Ouais, et sorti la Budweiser aussi. Alors, tout commence par l'annonce par le parquet fédéral vendredi 9 décembre d'une quinzaine de perquisitions qui ont été menées à Bruxelles dans le cadre d'une enquête pour des faits de corruption. L'enquête de l'Office central pour la corruption de la police fédérale belge a en fait démarré quelques mois plus tôt, à l'été, et porte sur des faits présumés d'organisation criminelle, de corruption et de blanchiment orchestrés par un pays du Golfe, présumément le Qatar, dans l'objectif d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen. Alors pour ce faire, des cadeaux et des sommes d'argent sont versés aux intéressés, majoritairement issus du groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates, SED, tant députés ou anciens députés qu'assistants parlementaires, et aussi le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale. Mais pourquoi le Qatar aurait-il agi de la sorte, me direz-vous ? Probablement en premier lieu pour défendre son image et sa Coupe du Monde de football, très décriée, et aussi face aux critiques sur la situation des droits de l'homme et les conditions des travaux de travail des migrants qui sont venus préparer les infrastructures du pays, mais aussi certainement pour peser sur les orientations politiques de l'Union. On a pu récemment en voir un effet concret autour du vote de la résolution du Parlement européen sur le Qatar à l'occasion de la Coupe du Monde à la fin du mois de novembre. Alors au départ, le groupe socialiste et démocrate s'est carrément opposé au principe d'une résolution, voulant simplement un débat. Et ils étaient un peu tout seuls, à l'exception de l'extrême droite, mais tous les autres groupes du Parlement européen y étaient favorables. Alors quand finalement le projet de résolution a été entériné, eh bien, les députés du groupe socialiste et démocrate ont tout fait pour adoucir le texte en s'opposant aux amendements les plus durs et en proposant des choses plus simples. Par exemple, la majorité du groupe a voté contre un amendement qui condamnait le non-respect par le Qatar de sa responsabilité première de protéger les droits de l'homme et les droits des travailleurs migrants sur son territoire dans le contexte de la préparation de la Coupe du Monde. Et la demande d'enquêter sur la mort de milliers de travailleurs migrants, on en avait parlé. Selon Le Monde, cette posture en a étonné beaucoup au sein du Parlement européen et on se doutait qu'il y avait sans doute un gros travail de lobbying du Qatar derrière ces positions. Mais en fait, personne n'imaginait qu'il s'agissait bel et bien de corruption sonnante et trébuchante. Alors concrètement, la vice-présidente socialiste et démocrate du Parlement européen, Eva Kaili, qui est une ancienne journaliste de télévision grecque, a été appréhendée en flagrant délit, ce qui, du coup, lui a pas permis d'invoquer son immunité parlementaire. Oui, ça, c'est aussi un autre élément à prendre en compte. Puisque la seule façon de pouvoir s'attaquer juridiquement à un parlementaire européen, c'est de le prendre en flagrant délit. Alors sinon, bien sûr, on peut demander à ce que le Parlement lève son immunité, mais c'est un processus qui prend beaucoup plus de temps. La presse belge, c'est quand même pas malin. La presse belge indique que la police aurait trouvé à son domicile des sacs d'argent liquide. Je vous en parlais au début. Alors, elle avait notamment vanté à la tribune du Parlement européen la transformation réussie du Qatar grâce à la Coupe du Monde et le caractère précurseur du pays en matière de droit du travail. C'est quand même, ça fait sourire. Alors, parmi les autres personnes interpellées, son compagnon, assistant parlementaire d'un autre député européen, italien celui-là, qui avait auparavant travaillé pour un député européen lors de la précédente mandature, Pier Antonio Panzeri, qui lui aussi a été interpellé. Alors, ce monsieur Panzeri, c'était un eurodéputé très influent et très écouté, notamment sur les droits humains, et il a notamment présidé la sous-commission des droits de l'homme durant son mandat. Et il s'est félicité lui aussi que le Qatar soit devenu une sorte de référence en matière des droits humains, ce qui est quand même assez étonnant comme position. Alors l'autre personne interpellée était une personne influente des milieux syndicaux européens, Luca Vicentini, élu en novembre secrétaire général de la Confédération syndicale internationale.
affaire à suivre. Ça n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg, mais on est sûr en tout cas que le Parlement européen est l'objet d'opérations d'influence. Ça en est une... Alors même qu'on vous disait dans le podcast précédent que parfois le rôle du Parlement européen est parfois un peu surévalué aux yeux du travail de certains eurodéputés, il y en a qui manifestement se battent quand même pour que leurs convictions et leur salon se remplissent de sacs de billets. Exactement. Il faut voir que quand même les déclarations et les résolutions politiques du Parlement européen, elles ont quand même une portée assez importante. Donc ça c'est une chose. Et puis aussi, comme on l'a dit, le Parlement européen, il est co-législateur donc avec le Conseil. Et donc en réalité, il peut s'opposer ou amender dans le cadre des trilogues les propositions de la Commission et du Conseil. Voilà. Alors, au Parlement européen, bien sûr, c'est la consternation. Le groupe socialiste et démocrate a lui-même appelé à une enquête approfondie, à une divulgation complète des faits, soutenant une tolérance zéro à l'égard de la corruption et affichant sa totale coopération avec la justice. Ils ont même été jusqu'à demander la suspension des travaux sur tous les dossiers et votes concernant les États du Golfe. Bon. Bien sûr. C'est comment on dit ? Crédible. Oui, non, c'est surtout, ça tombe bien, quoi, finalement. Bref, merci Max pour cette petite information. On n'était pas sûr qu'on allait vous en faire une grosse brève à part entière, et puis finalement, on a tiré le fil, finalement. Il commence à y avoir suffisamment d'informations pour en parler. Ensuite, on enchaîne sur la rubrique Belgitude. Et Guillaume, c'est parti, comme d'habitude. Mais oui, absolument. Aujourd'hui, c'est une rubrique Belgitude qui nous amène en Flandre. Alors, elle nous amène 2 fois. On n'a même pas une, mais 2 rubriques Belgitude. C'est Noël. On est généreux. On va commencer avec une histoire typiquement belge. Incroyable. C'est incre. C'est ça, c'est incre. La semaine dernière, samedi soir, une folle course-poursuite a eu lieu après qu'un véhicule ait percuté un camion stationné à Anvers, raconte le quotidien flamand Hot Nieuwsblad. Le conducteur qui était rentré dans le camion tentait de fuir la police après avoir refusé de s'arrêter lors d'un banal contrôle de routine. Cet accident a ensuite donc forcé le conducteur à poursuivre sa course à pied pour semer les policiers et il sera interpellé tout de même un peu plus tard. Mais ce qui est cocasse, c'est qu'au même moment, les 4 autres personnes également présentes dans la voiture ont tenté de prendre la fuite, sauf une. Donc déjà, si vous faites le calcul, vous êtes sur 6 personnes dans la voiture. Une des personnes est restée derrière, la mère du conducteur. Elle est restée dans les parages, elle n'a pas tenté de fuir la voiture. Mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle avait fait une commande de frites un peu plus tôt et qu'elle voulait pouvoir aller récupérer le paquet de frites acheté. Et elle a été naturellement arrêtée, en allant récupérer son paquet de frites un peu plus tard. Bolette. Voilà, ça c'était la première l'histoire belge de notre rubrique Belgitude. La deuxième, c'est une chanson flamande qui fait un carton en Ukraine cet hiver. Alors pourquoi c'est une chanson qui s'appelle Goeie Morgen Morgen, bonjour aujourd'hui, en somme en français. C'est une chanson qui date de 1971-1971 et qui est devenue un hit, notamment sur TikTok et sur les réseaux sociaux en Ukraine. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que dans Goeie Morgen, donc il y a Goeie, ce qui veut dire bon matin, Morgen. bonjour, et puis Morgen matin. Et Goeie en ukrainien, Roy, c'est une insulte populaire qui veut dire un peu voilà, c'est une insulte qu'on ne va pas traduire, mais qui permet de montrer, qui sonne de la même façon que Goeie Morgen et qui permet aux Ukrainiens de montrer une forme de résistance, puisque même quand tout va mal, ils écoutent cette chanson et ils montrent. C'est une chanson qui est tout à fait joyeuse, on vous la postera sur les réseaux sociaux. Il montre que même s'il n'y a plus d'électricité, malgré les privations qu'il doit supporter à cause des attaques russes, il garde le moral, il garde la joie, une certaine joie de vivre comme ils peuvent, et il le montre via cette chanson qui leur permet aussi de faire passer un message finalement pas très fin, mais on s'en fout, je crois, à ce stade, à la Russie. Ah, le temps de Noël. On en a déjà parlé, mais à chaque fois, si vous réécoutez nos précédents podcasts de la période de Noël, vous savez que pour nous, c'est toujours un casse-tête. Alors là, il y a 2 semaines, on nous a parlé des cadeaux. Là, on pourrait parler des vacances et puis des Noëls en famille ou avec des amis. Eh oui, effectivement. Parce que
Pour nous, dans nos familles, Noël, c'est toujours un moment important. En famille. En famille. Et donc, forcément, quand on est deux et qu'on ne veut pas se séparer, aller chacun dans sa famille, du coup, il faut s'organiser un petit peu. Bah oui, parce que chez nous, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais on a organisé un schéma tout à fait inédit pour savoir quelle année on va dans quelle famille pour les jours le 24 et le 25. Bon, c'est classique quand même, hein, inédit. Dans ma famille, c'était inédit, pardon, je précise. Mais t'es l'aîné, donc c'est normal. Voilà. Et un schéma qui, du coup, chez Max, ça s'est mis en place d'abord avec un premier mariage, puis avec un second mariage, puis avec un troisième. Mais en gros, quand on débarque derrière, on récupère, quoi. Oui, mais il faut aussi dire que finalement, chez nous, il y avait déjà cette mise en place d'une année sur deux. Dans ma famille, ça existait déjà. Ça s'est fait plutôt facilement. Avec mes parents, on allait une fois dans leur famille, une fois dans l'autre. Ça permet de ménager les esprits, n'est-ce pas, et les sensibilités de tout le monde. Après, c'est sûr que la différence aussi, et je crois finalement c'est le cas, à la limite, c'est pour le coup, on va dire, ta famille, Guillaume, est la plus proche de l'ensemble des trois belles familles, mais c'est nous qui sommes loin pour le coup. Oui, c'est un peu compliqué. Mais en théorie, nous on pourrait faire le 24 dans un endroit et le 25 dans l'autre. Mais comme mes frères et sœurs, leur belle famille est loin, du coup, en gros, le 24 et le 25, on les passe au même endroit, et donc on organise un Noël avant ou après Noël, mais souvent un peu décalé, c'est-à-dire, là, cette année, pour nous, ça va être le week-end du 17-18 décembre, donc qui est le premier week-end des vacances en France, où on fêtera Noël dans ma famille cette année. Absolument. Oui, donc on sera en région parisienne pour les jours de Noël. On a quasiment jamais, je crois, fait d'entorse à cette tradition depuis qu'on fête Noël dans nos familles, hein, sauf une fois. C'est ta famille Capri, malheureusement. Ou une année où c'était famille et on a passé Noël à Strasbourg pour les rencontres européennes de Thésée. On était volontaires et c'est une chouette expérience, mais du coup on est arrivé, mi-décembre ou quelque chose comme ça pour aider et on avait prévu de passer Noël à Strasbourg dans un couvent de capucins et en fait c'était aussi une chouette expérience dans un sens. Ça permet de vous raconter un peu aussi nos Noëls un peu particuliers, nos expériences un peu sympas et un peu hors du temps, un peu différentes. Exactement, on avait fait des soirées à Paris, on avait fait des soirées du Nouvel An un petit peu différentes, notamment une année on a été faire des maraudes. Le soir du réveillon, c'était une très très belle expérience. On n'a jamais aimé s'ennuyer pour nos réveillons. On a fait peu de réveillons en fait. Est-ce qu'on a fait des gros réveillons avec des amis en mode gros stuff et compagnie? Si, c'est arrivé une fois ou deux. Si, on en a fait au moins un à Bruxelles. À Bruxelles pour l'anniversaire de pour l'anniversaire de Tef, si tu nous écoutes, Tef. Je crois que c'est plutôt Élise qui nous écoute que Tef. Élise, coucou. Donc voilà. On a fait ça effectivement. Non, on est plutôt en mode petit réveillon, jeu de société, bon repas, Small is Beautiful. Ouais, ça c'est vrai que c'est plutôt notre tradition. Mais alors cette année... Mais on empiète sur notre prochain podcast là. Voilà, on n'en parle pas cette année, on en parlera dans notre prochain podcast. On va se garder pour l'épisode 9 parce que sinon, déjà là, on vous raconte... On vous aime beaucoup du fond du cœur, hein, mais on a un peu galéré à trouver des sujets vie de couple en ce moment. Donc, si jamais vous avez des idées, des choses dont vous voulez nous entendre parler, surtout n'hésitez pas à nous en faire part parce que voilà, on a des moments où on est un peu plus creux dans l'inspiration et là, c'est un de ces moments-là. Donc, j'ai un deuxième sujet quand même, Guillaume. Ah, mais j'ai pas dit le contraire, mais de fait, ces deux sujets ont mis du temps à accoucher, comme on dit. Oh, tout de suite. Donc, effectivement, le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est la question du repas de Noël ou la soirée de Noël au boulot. Parce que c'est pas le cas partout. J'ai pas eu tout ça dans toutes mes expériences professionnelles.
mais parfois il y a cette tradition d'organiser un moment privilégié. Alors parfois c'est juste d'aller déjeuner avec l'équipe, et parfois c'est un peu plus organisé. Par exemple, là où je bosse, il y a vraiment une soirée de Noël qui est organisée où les conjoints sont invités. Donc Guillaume, avec le Covid, on n'a pas pu faire ça du coup pendant 2 ans de suite. Mais Guillaume, cette semaine, on va aller à la soirée de Noël de mon boulot. Ben oui, mais c'est toujours une chouette expérience. Puis en plus, ils font pas les choses à moitié. Hein. C'est pas mal. Il y aura un petit... C'est où d'ailleurs? C'est dans les mêmes bâtiments que la dernière fois? C'est dans les locaux. C'est fini en DJ, soirée party avec le boss. Alors c'était l'ancien boss à l'époque. Ah oui. Non, ça sera nouvelle équipe. Et puis nouvelle équipe aussi... chez les collègues. Il y a de nouveaux collègues. Et donc, c'est sympa en fait. Alors parfois, il y a certains collègues, y compris parfois dans la hiérarchie, qui ne comprennent pas que ça reste une soirée dans un cadre professionnel. Et que donc, finir la tête bien avinée, c'était pas forcément la meilleure des idées, quoi. Tout dépend comment on veut se présenter à son chef ou à son N+1, comme on dit aujourd'hui, N+2, N+4. Voilà. Lui, le problème, c'était plus par rapport à ses subordonnés, tu vois, que ça devenait problématique. Oui, je connais ça aussi. Mais bon, voilà. Et donc, chez toi, Guillaume, vous avez une tradition aussi pour Noël, mais par contre, c'est plus en interne des collègues, c'est pas avec les conjoints. Nous, on n'a pas j'y réfléchissais, en vrai, on n'a pas vraiment de tradition pour Noël. Si, on a le repas de Noël à la cantine. Voilà, c'est ça déjà, c'est déjà bien. On a tous les ans un repas de Noël à la cantine. Donc la semaine prochaine, on a notre traditionnel repas de Noël à la cantine qui, on essaye de transformer tous les ans en repas de Noël d'équipe. C'est l'occasion de faire un repas tous ensemble. Alors déjà, on mange régulièrement ensemble à la cantine. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé, mais on a une très très bonne cantine qui est gérée par une association de réinsertion professionnelle et qui travaille avec des produits locaux, des produits frais. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que, je crois, on a une cantine avec des produits... on mange aussi bien à la cantine pour des tarifs, somme toute modiques. Hein, un plat végétarien, le jour du végé pour tout le monde, c'est 6 €. Le reste de la semaine, c'est 7 € ou 8 € pour le plat avec viande ou poisson. Donc c'est vraiment des tarifs très corrects, pour une qualité très correcte. Et d'ailleurs, ça se voit, parce qu'on voit du monde à la cantine. Et puis surtout, quelque chose qui n'arrivait pas dans l'ancienne cantine, c'est que nous avons la direction qui vient aussi, qui mange notamment le mardi, ils ont comité de direction, et ils se font livrer les repas de la cantine pendant le comité de direction à manger, alors qu'avant c'était de la nourriture qui venait de l'extérieur. Donc voilà, ça montre un peu cette qualité. Et oui, on a ce repas de Noël chez nous qui fait un peu office d'événements de Noël pour tout le monde. Et puis mardi soir, on va profiter de d'une première à l'Opéra, n'est-ce pas, avec Max, pour se faire une petite sortie de Noël. Ce sera moins fun probablement que jeudi, mais bon, écoute, on prend. Hein. Ouais. Tout ce qui peut alourdir notre emploi du temps, de toute façon. Non, c'est chouette, mais tu peux peut-être nous dire un petit mot sur cet opéra, Guillaume. Oui, alors ça s'appelle On purge bébé. Alors le titre déjà est formidable. L'opéra est aussi... Alors il faut se mettre en contexte, c'est une pièce de Feydeau, On purge bébé, donc Feydeau, écrivain, pièce de théâtre au 19e siècle, surtout des pièces un peu satiriques, très drôles, sur des scènes de la vie quotidienne en fait poussées à outrance. Et là, c'est l'histoire d'un bébé, d'un petit garçon, d'un bébé qui ne veut pas se purger. Et voilà, je ne veux pas tout vous dire, mais il y a des histoires de pots de chambre, des histoires de caca, ne censurez pas s'il vous plaît. Mais au final, c'est très drôle, et donc ça a été mis en musique par le compositeur belge, le regretté Philippe Boussemans, qui est décédé malheureusement juste avant d'avoir fini l'opéra, et l'opéra a été terminé par un autre compositeur belge, Benoît Mernier. Et voilà, je vous encourage, si jamais vous êtes en Belgique, vous nous écoutez depuis la Belgique, à venir voir cet opéra. Il reste de la place entre le 13 et le 29 décembre. Plus d'informations sur www.lamonnaie.be. Qu'est-ce que je suis bon pour faire de la pub quand même. Et il y aura peut-être des opportunités de regarder On purge bébé en France pour nos auditeurs français. Absolument. Alors, On purge bébé passe à l'Opéra de Lyon aussi, puisque c'est dans le cadre d'une tournée entre le 7 et le 17 juin 2023.
pour les Lyonnais, si jamais vous voulez y aller. C'est quasiment le même casting qu'à Bruxelles, autant dire que ça va être goulayant et assez drôle, je pense. Merci beaucoup, Guillaume. Et je crois que ça termine notre rubrique Vie de couple. Alors Max, pour notre dernière rubrique, qu'on ne saute pas aujourd'hui, rubrique geek, tu nous parles spatial, tu nous parles SpaceX, tu nous parles fusée. Tu nous parles de quoi en fait ? Eh oui. Alors peut-être que SpaceX, ça vous dit pas quelque chose, ou peut-être que ça vous dit quelque chose, mais c'est effectivement dans le domaine spatial. Si je vous parle d'Elon Musk, ça vous... Non, pardon. Voilà, donc c'est une des nombreuses entreprises que Elon Musk a créées, une entreprise donc spécialisée dans le domaine spatial, qui a lancé qui a d'abord construit des fusées ou des véhicules pour aller dans l'espace. Il ravitaille notamment la Station spatiale internationale. Et puis, il lance des satellites. Et donc, ça, c'est... comment dire, aujourd'hui, SpaceX, mais ils sont surtout connus par le fait qu'ils ont lancé le mouvement des satellites, des fusées réutilisables, des lanceurs réutilisables. Et c'est assez impressionnant parce que vous voyez finalement une dizaine de minutes après le lancement d'un lanceur spatial revenir sur Terre, ou en tout cas plus souvent sur les barges qui sont en mer, et arriver l'étage inférieur du lanceur et se poser vraiment sur un espace qui est assez petit. Je crois qu'on vous en avait déjà parlé, je crois qu'on vous avait montré des vidéos. On vous avait parlé des noms notamment des différentes barges qui sont assez drôles. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et en fait, SpaceX, donc au-delà d'avoir fait ses lanceurs, d'avoir fait ses capsules pour ravitailler et pour emmener aussi des astronautes dans la station spatiale internationale, eh bien, vous savez, Elon Musk, son grand rêve, c'est de coloniser d'autres planètes. Donc c'est en gros que les êtres humains soient présents sur plusieurs planètes. Et pour ça, il faut inventer un lanceur, donc une fusée qui soit beaucoup plus grosse que les fusées actuelles. Et donc, parce que les lanceurs Falcon 9 de SpaceX sont vraiment, sont pas assez grosses en fait, si on veut aller loin et transporter en fait beaucoup de choses, parce que quand on va coloniser une planète, que ce soit la Lune ou que ce soit Mars, il va falloir en fait tout emmener. Et donc ils ont aujourd'hui quand même acquis une grande compétence. Et surtout, le fait d'utiliser des lanceurs réutilisables, ça leur a permis de diminuer énormément les coûts. Et donc aujourd'hui, ils arrivent à être extrêmement compétitifs et à gagner énormément de contrats, donc pour la NASA, pour des entreprises privées, mais aussi pour le Pentagone. Ils mettent en orbite des satellites, y compris d'ailleurs leurs propres satellites. Et donc vous avez peut-être entendu parler des satellites Starlink qui, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine, ont été utilisés pour apporter de Internet, une liaison de données par satellite qui a réussi d'ailleurs à résister aux attaques cyber de la Russie. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de SpaceX aujourd'hui ? Eh bien, c'est parce que cette nouvelle fusée, qui est énorme, qui a été conçu par SpaceX, qui s'appelle le Starship, donc le vaisseau étoile, le vaisseau amiral peut-être, on dirait en français, va bientôt avoir son vol inaugural. Et les dimensions sont massives, et l'idée c'est là aussi que ce lanceur il puisse être réutilisable, ce qui est absolument fou, hein. Il faut bien voir que les concurrents de SpaceX, eux, c'était des fusées à des centaines de millions de dollars et pas réutilisables, hein. Et donc aujourd'hui, justement,
tous ses concurrents, qu'ils soient américains mais aussi européens, ils regardent un peu d'un mauvais œil le fait que SpaceX va bientôt arriver à faire ce vol inaugural de ce lanceur énorme, parce que en fait, les autres sont complètement à la ramasse. Et là, on voit bien que SpaceX prend une avance redoutable avec ce lanceur. Et les concurrents américains, les partenaires traditionnels de la NASA, donc Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, ont développé un lanceur, le Space Launch System, le SLS, qui est un lanceur énorme qui permet justement d'envoyer dans l'espace des très gros satellites. Mais il a fallu plusieurs dizaines de milliards de dollars pour le développer, plus de 2 milliards par lancement, donc je disais des centaines de millions de dollars, non, là on est sur 2 milliards par lancement, et en plus il n'est pas réutilisable. Et donc, quand SpaceX va pouvoir faire voler régulièrement, parce que du coup, forcément, si vous n'avez pas à reconstruire un nouveau lanceur à chaque vol, parce que votre lanceur, en tout cas l'étage, le premier étage, revient sur Terre, en fait, vous pouvez relancer très très vite. Et donc, vous avez des cadences de lancement. Et surtout, vous n'avez pas besoin de repayer un nouveau lanceur. Donc, ça vous coûte beaucoup moins cher de faire voler vos vols. Et en plus, donc, le SLS, il sera pas, il va voler beaucoup moins souvent, parce qu'à chaque fois, il va falloir redévelopper, refaire des modèles qui sont quasiment uniques. Et donc, il y a eu un premier vol, mais le deuxième, ça sera pas avant 2024. Donc aujourd'hui, il est clair que SpaceX continue de prendre une avance énorme, et du côté aussi des concurrents européens, c'est vraiment, Arianespace était jusqu'ici vraiment en position quand même de leader pour les lancements institutionnels et des privés. Arianespace avec sa fusée Ariane 5, c'est vraiment la fiabilité. Et donc on savait que quand on prenait parce qu'il faut bien voir un créneau de lancement. Voilà, il faut bien voir que la difficulté, c'est que c'est quand même une prouesse technologique énorme de lancer des satellites dans l'espace. Ça coûte très très cher de développer un satellite, et donc si jamais il y a un problème, que la fusée se crache, ce qui peut arriver, vous perdez en fait énormément d'argent, énormément de temps. Et donc l'avantage de Ariane 5, c'était que c'était très fiable. Après, il y avait un nombre limité de créneaux de lancement par an. Et puis surtout, on voit bien aussi, Ariane, c'est une assez grosse fusée. Et donc, c'était bien pour lancer les plus gros satellites. Mais par contre, on ne pouvait peut-être pas en lancer... c'était peut-être plus difficile de lancer des plus petits satellites, parce que ça coûtait très cher en fait d'utiliser Ariane 5. Et donc, ils ont lancé un nouveau programme qui s'appelle Ariane 6, mais qui n'est toujours pas réutilisable. Donc là, à nouveau, c'est quand même, ça va être terrible. Donc l'idée, c'est d'arriver progressivement au réutilisable, mais on voit bien, SpaceX a un peu disrupté quand c'est pas les conçu technologies de base pour ça, c'est compliqué. Et donc aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle en France le New Space, aux États-Unis, dans le monde entier, le New Space, c'est des nouvelles startups qui lancent des microsatellites avec des micro-lanceurs, parce que du coup, ils arrivent, en réfléchissant différemment, à baisser les coûts. Et donc aujourd'hui, SpaceX continue à prendre de l'avance, et le jour où effectivement le Starship sera en fonction, ça va être vraiment une grosse claque dans la gueule des fabricants historiques du spatial, qui pourrait vraiment faire très très mal à SpaceX, parce que à Arianespace, parce que un certain nombre de pays, y compris européens, vont choisir, à la fois parce que c'est moins cher, à la fois parce qu'ils pourront lancer plus rapidement, d'utiliser les services de SpaceX plutôt que d'utiliser le lanceur Ariane 6 de Arianespace. Voilà, donc c'était une petite brève sur le sujet pour vous ouvrir aussi les yeux sur des développements concurrentiels et technologiques importants qui arrivent dans le domaine spatial. Et puis on verra aussi que par exemple l'armée américaine, elle est en train de regarder avec SpaceX peut-être d'utiliser le spaceship pour aller déplacer
très rapidement des troupes et du matériel à l'autre bout du monde. Et donc ça va aussi avoir un enjeu majeur pour d'autres il va falloir agrandir le nombre de personnes que tu mets dedans aussi. Hein. Voilà, alors, dans un premier temps, je crois qu'il n'y aura pas, d'humains qui seront envoyés, mais ça, c'est sûr qu'on va y arriver très vite, surtout que l'objectif, c'est quand même de la colonisation. Mais bon, voilà, les prix de production, les prix de lancement, la réutilisation, ça va vraiment avoir un effet majeur dans le domaine du spatial qui était vraiment réservé aux happy few et surtout avec un coût énorme. Et donc, on peut quand même voir, effectivement, et puis derrière, ça veut dire aussi que potentiellement, on va pouvoir aller récolter, peut-être mettre des machines, outils sur des planètes, sur des astéroïdes, et aller récolter des matériaux rares, des ressources naturelles qu'on n'a peut-être pas insuffisamment sur Terre. Donc, à partir du moment où on devient une échelle industrielle et qu'on arrive à envoyer plus que des satellites dans l'espace, ça va vraiment avoir un effet majeur. Donc, vous pouvez vous attendre à ce que le spatial devienne un nouveau domaine, y compris d'ailleurs de compétition entre les grandes nations. On voit aujourd'hui, récemment, la Chine a inauguré sa station spatiale internationale à elle-même, puisque les États-Unis avaient refusé qu'ils rentrent dans le projet de station spatiale internationale. Donc ils ont créé leur propre station spatiale. Rien ne dit que les Russes ne rejoindront pas la station spatiale chinoise. Merci Max, c'est passionnant ça, toutes ces histoires d'espace, mais on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas on y va. Bon voilà, c'est déjà la fin de ce 8e épisode de notre saison 4. Déjà. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, bravo, merci à nouveau. On ne peut que vous inviter à partager autour de vous cet épisode, à nous mettre un petit commentaire et une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Et puis, voilà, partagez. Absolument. Ce podcast est donc diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche pour les plus pressés, mais je crois qu'il faut qu'on arrête de le dire maintenant, c'est assez clair. Tout le monde le connaît, ça y est. Portez-vous bien donc d'ici à notre prochain épisode qui sera le dernier de l'année 2022. On vous fait plein de gros bisous, on vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, on espère que vous les passerez en famille, entre amis, en tout cas entourés, et si vous les passer seul, faites-nous un petit mot et on pensera à vous et on vous enverra aussi des Attends, on a encore un épisode avant Noël, hein ? Non ? En fait, on a un épisode enregistré le 24 ou le 25 décembre. Ça va être intéressant. L'épisode de Noël. L'épisode de Noël. Mais bon, vu qu'il va paraître le 26, ce futur épisode, je maintiens ce que je viens de dire. On pense bien à vous. Très joyeux Noël alors. Et on vous embrasse. Et puis à très vite pour de nouvelles tranches colorées.